Bien. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour, c'est la deuxième conférence Graduate School en une semaine. Nous avions le plaisir de rencontrer Hélène Noiset la semaine dernière sur la question de la forme, l'évolution morphogénétique des villes sur le temps long. Hélène Noiset qui nous présentait son ouvrage « Faire la ville », écrit avec Clémence Demongeon, je crois, sur l'analyse morphogénétique des espaces urbains. Autre programme, changement de focale et de perspective, changement de discipline aussi, puisque nous avons le plaisir et vraiment le privilège d'avoir Nadia Arab avec nous aujourd'hui. Donc Nadia, on te remercie vraiment chaleureusement de venir nous voir à Grenoble. Nadia, qui va probablement se présenter bien mieux que je ne le ferai, mais peut-être en quelques mots, vous dire que Nadia est professeure d'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris, sociologue de formation, sociologue, alors je ne saurais pas exactement comment le dire, sociologue de l'action, je crois, et des organisations aussi. On sent cette patte dans l'analyse que tu développes depuis quelques années désormais sur toute une série d'objets. Mais moi j'ai rencontré Nadia Arab en la lisant sur la question du projet d'urbanisme. Je crois que c'était l'objet quand même de la sociologie du projet de ta thèse et après de beaucoup de tes travaux que tu as prolongé, je crois, avec les questions d'urbanisme et d'innovation, à travers notamment la question de l'expérimentation. Je vous renvoie d'ailleurs à un superbe ouvrage qui est un ouvrage coécrit avec deux autres auteurs, autrices, Elsa Vivant que je connais, et une autre autrice... Bourdieu Angélique. Voilà, ouais. Je ne connais moins, je m'en excuse, sur la question d'expérimenter l'intervention artistique en urbanisme, qui est une manière finalement d'observer la question de l'expérimentation dans la pratique de l'urbanisme, notamment autour des méthodes. C'est extrêmement intéressant à lire. Aujourd'hui, Nadia va venir nous parler de la question de l'agir métropolitain. Je laisserai Nadia définir tout ça. Simplement vous dire que je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous d'avoir cette perspective depuis la sociologie, comprendre l'intérieur de la boîte noire de l'urbanisme, qu'il s'agisse du projet, de l'agir métropolitain, de l'expérimentation, de l'innovation. Ça nous meuble un petit peu sur ces questions finalement d'analyse des systèmes d'acteurs, ce que produisent les acteurs. Ils ne produisent pas que des processus, ils produisent des formes, des matérialités, des choses qui sont parfois intangibles, qui sont dépassables ou indépassables. Et je trouve ça extrêmement complémentaire de la présentation qu'on a eue la semaine dernière sur la question de la forme. Ce qui manquait peut-être à la présentation d'Hélène, parce que ce n'était pas son objet, c'était les systèmes d'acteurs, la manière dont ils agissent, au nom de quelles références, comment ils appliquent ces références, ces modèles, comment ils construisent des actions publiques qu'ils déclinent opérationnellement sous la forme de projets. Là, on va véritablement rentrer à l'intérieur de la boîte noire, en ce sens que c'est très complémentaire, je crois, de la présentation de la semaine dernière, et que je suis très heureux, nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir cette boîte noire un petit peu plus en profondeur avec toi, Nadia. On te laisse la parole, tu as une petite heure devant toi, un peu plus, un peu moins. N'hésite pas à prendre ton temps, ce sera suivi d'un temps de questions-réponses, et puis on clôturera la séance. Merci. Merci. Bien, bonjour jeunes gens. Donc, je ne vais pas rajouter grand-chose à la présentation. Vous m'entendez bien ? Oui. Je ne vais pas rajouter grand-chose à la présentation que vient de faire de moi Charles Ambrosino. C'est vrai que je suis une sociologue, c'est ma formation initiale. J'étais dans un amphi de sociaux, même âge que vous, ça fait longtemps. J'ai une formation en sociologue, et c'est vrai qu'en général, quand on pense sociologie dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme, on va avoir tendance à... Merci. Oui, merci. Le plus souvent, ce qui vient à l'esprit, c'est la sociologue ou le sociologue qui s'intéresse aux pratiques des citoyens, par exemple, ou des habitants, des riverains, aux usages, par exemple, aux pratiques de mobilité.
c'est pas du tout mon cas, c'est pas du tout là-dessus que je travaille. Moi, j'ai été formée à la sociologie de l'action et des organisations. Donc, mon truc, c'est tout ce qui va concerner les acteurs de l'urbanisme, compris comme une activité professionnelle et politique de transformation de l'espace, de ses usages, de ses fonctionnalités, une activité qui est collective, qui est contextualisée, qui est finalisée. Donc je vais m'intéresser aux acteurs dans leur transformation de leurs compétences, par exemple. Je vais rentrer par les métiers. Je vais rentrer également par les actions collectives, beaucoup, et donc par les référentiels d'action et les façons dont les acteurs s'arrangent entre eux pour coopérer. Et dans le mot coopérer, c'est bien opérer quelque chose à plusieurs. C'est ça mon dada. La recherche dont je vais parler avec vous aujourd'hui, je vais un peu rendre compte de ce bouquin, Vers un nouvel agir métropolitain, qui est un ouvrage que nous avons co-rédigé avec deux collègues, que sont Gilles Krag et Johan Mio. Alors Johan Mio, il est géographe et urbaniste. Et puis Gilles Krag, donc Johan Mio, il est géographe urbaniste, il est maître de conférence tout prochainement HDR à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au LATS. Et puis Gilles Krag, lui, il est sociologue, sociologie économique, sociologue des organisations aussi, sciences de gestion. Et lui, c'est un chercheur de l'École nationale des ponts et chaussées et il est au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Bref, donc nous avons co-rédigé ensemble cet ouvrage. Alors tantôt je dirais je, tantôt je dirais nous, mais il faut que ce soit très clair que ce dont je vais parler, c'est une recherche que nous avons conduite à trois et qui a notamment pris forme dans cet ouvrage-là qui est sorti aux Presses des Ponts en 2023. Et cette histoire de nouvel agir métropolitain, c'est un des points d'arrivée d'une recherche-action que nous avons conduite à la demande de la ville de Roubaix, dans la métropole de Lille, et que nous avons, un peu au long cours quand même, que nous avons conduite entre 2015 et 2019, et depuis on valorise un certain nombre de produits de cette recherche. Si on dit recherche-action, ça veut dire que ça nous a conduit à vouloir coupler des résultats d'ordre scientifique, parce que dans recherche-action, il y a recherche, donc il y a un travail académique, il y a des règles de l'art de la production scientifique, mais qu'il a fallu coupler dans une perspective également pragmatique et pas seulement scientifique. C'était pour moi une expérience de recherche nouvelle que j'ai trouvée très stimulante, dont j'ai beaucoup appris. J'y suis attachée même. Et je suis assez contente d'avoir l'occasion avec la Graduate School là, de pouvoir partager avec vous cette expérience. Et je remercie mes collègues Charles Ambrosino, Nicolas Tixier, Théa Manola de m'avoir invité à en discuter avec vous. Alors, comme je suis dans une Graduate School, ça veut dire que je suis dans un espace-temps qui est quand même un moment de formation encore pour vous. Formation plutôt à la recherche par la recherche, et j'ai eu envie de, plutôt que de passer 40 minutes vous présenter des résultats, j'ai eu envie aussi d'échanger avec vous sur les coulisses et le cheminement de cette recherche-action, et pas seulement sur les résultats, parce que vous êtes la Métro-Fab Lab. J'ai compris que normalement vous devez parler de la fabrique métropolitaine, et l'agir métropolitain, c'est une façon parmi d'autres, de s'intéresser à la fabrique métropolitaine, et j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que nous nous sommes arrangés entre nous et avec les acteurs pour réfléchir à cette fabrique métropolitaine dans la métropole lilloise et la façon de l'étudier. Alors, quand même, pour vous convaincre que c'est quand même une recherche et pas seulement une recherche-action, je peux donner un ordre d'idée des productions scientifiques que nous avons pu commettre ensemble, à 2, à 3, ça dépend, selon des combinaisons variées. Là, c'est un petit échantillon. Il y a, vous voyez en vert, là, l'ouvrage, là, La ville inoccupée. Ça, c'est un bouquin qu'on aime beaucoup, qu'on a co-dirigé, Johan Mio et moi. Et puis, ça, c'est un colloque
qu'on a organisé à... Vous voyez ma flèche ou pas? Ça fait quelque chose? Non. Donc, un colloque métropole en question, puis des articles scientifiques, des conférences, enfin tout un tas de produits très classiques, somme toute. Mais j'ai plutôt envie d'insister là-dessus, c'est-à-dire sur la façon dont cette recherche-action, elle a été mobilisée par les acteurs. Donc, je vais commencer par les résultats scientifiques pour vous assurer qu'il y a bien un travail académique derrière et des résultats scientifiques. Mais il y a aussi, et ça, je pense que c'est ça qui fait que je suis très attachée à cette recherche, c'est beaucoup plus cette slide que la précédente, parce qu'on a eu vraiment, je pense, je peux le dire sans flagornerie, pas mal de réussite du point de vue des résultats qu'on a produits en matière d'appui à l'action publique. Je donne quelques exemples. On a été plusieurs fois auditionnés, par exemple par tous les bureaux d'études que la métropole européenne de Lille nous a demandé de rencontrer dans le cadre de la préfiguration du contrat de ville roubaisien. On a également été sollicité par des missions de niveau national, donc pour comment on est passé de Roubaix à l'échelle nationale. Donc des missions, par exemple la mission d'expertise nationale du Conseil général à l'égalité du territoire, ou aussi une mission d'inspection générale interministérielle sur l'avenir du bassin roubaisien qui nous a demandé de produire des notes à sa demande. Bon, des conférences invitées, mais ça c'est plus classique dans des manifestations professionnelles. Et puis aussi des productions moins ordinaires avec des résultats qui ont été formalisés sous la forme de production de notes méthodologiques. Ça fait partie des apports importants qu'on a eus auprès des acteurs publics locaux et nationaux. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par des demandes de formation continue, notamment une auprès des agents de l'État. Je fais exprès de parler de ce niveau d'intervention pour bien vous permettre de rendre compte, non pas pour dire super, on est super fort, mais pour vous permettre de vous rendre compte qu'on peut travailler à l'échelle d'une ville, la ville de Roubaix, ville moyenne, et avoir depuis une recherche-action des résultats qui vont intéresser d'autres échelles, notamment ici nationales. Alors, si on en vient à cette trajectoire d'une recherche-action sur laquelle j'ai envie de discuter avec vous, je vais exposer mon propos en 5 points principalement. D'abord, je vais revenir sur la façon dont nous sommes passés de la commande à la méthodologie de la recherche et à la question que finalement nous avons construite. Ensuite, je passerai un petit peu de temps sur cette notion d'agir métropolitain, ce qu'on met derrière et en quoi ça participe de l'étude de la fabrique métropolitaine. Dans un troisième temps, là, je vais me faire plaisir, je voudrais bien vous passer un petit message sur l'importance des corpus documentaires comme matériau empirique. Et puis, en quatrième lieu, je viendrai sur quelques résultats, pas tous, parce qu'il y en a pas mal, mais je vais revenir sur trois résultats aujourd'hui, deux qui mettent en évidence les risques qui peuvent se cacher derrière l'agir métropolitain, et l'un qui concerne plutôt les points aveugles de l'agir métropolitain. Et puis enfin, je finirai sur la façon dont nous avons travaillé avec les acteurs pour produire conjointement tout ce que nous avons produit. Alors, de la commande aux questions et à la méthodologie de recherche. Initialement, nous avons été contactés par la municipalité roubaisienne, donc par la ville de Roubaix, par l'équipe politique et technique, qui nous passe une commande assez ambitieuse, d'une part, et d'autre part très solutionniste. Il faut savoir que Roubaix, enfin vous savez pas, mais en tout cas c'est important de prendre ça en considération. Roubaix, c'est toujours, et c'était déjà, depuis déjà un moment, une ville en décroissance urbaine. Roubaix, ça fait partie des villes symptomatiques des processus de décroissance urbaine en France. C'était à ce moment-là une nouvelle équipe municipale de 2014. Nous, on a été contactés en 2015 et qui souhaitait rentrer en rupture avec les politiques publiques qui avaient été établies par la précédente équipe municipale et qui nous a demandé de
leur proposer une nouvelle stratégie d'action publique pour faire face à la décroissance urbaine. Et quand même en ciblant 2 priorités d'action publique, 2 problèmes publics particuliers, que sont ceux de l'amélioration du cadre de vie des Roubaisiens, premièrement, et l'autre problème public auquel il voulait qu'on s'intéresse, c'était la situation de l'emploi pour les Roubaisiens peu qualifiés, c'est-à-dire une partie très significative de la population. Bon, ben, pourquoi pas, banco, on y va, donc on signe une convention. Et puis, la première question qu'on s'est posée, c'était de se dire, mais où sommes-nous? C'est quoi ce territoire? À quoi ça ressemble? Et là, on a mobilisé les compétences qu'on cumulées à nous 3, notamment en géographie et en urbanisme. Et puis, on a arpenté, on s'est promené, donc on est parti sur une démarche d'observation sensible, très informelle. On n'est pas du tout parti d'un cadrage théorique. Et ce faisant, on a quand même été très frappés par des images en se baladant qui nous ont beaucoup troublés. J'ai fait un petit montage qui ne sont pas nos photos, celles-ci. Ce que je vais montrer, ce n'est pas nos photos. La prochaine slide, oui. Donc là, quand on va à Roubaix, il faut qu'on arrive d'abord par Lille, enfin quand on vient de l'Île-de-France. Donc on arrive à Lille, et on peut arriver à Lille soit par la gare Lille-Flandre, soit par la gare Euralille, qui est représentée là. Et Euralille, c'est quand même un des produits phares de la production métropolitaine des années 80-90, symbole de l'excellence, de l'attractivité, de l'international, du rayonnement. Puis voilà, quand on se balade à Lille, on a un cadre de vie qui est plutôt agréable, avec des rues commerçantes animées, de la restauration, des espaces publics a priori tout à fait corrects. Et puis on prend le métro ou on prend le tramway, vous voyez, et 30 minutes plus tard, on arrive à Roubaix. Et quand on arrive à Roubaix, on arrive là. Et ça, sur nos photos. On arrive là. Donc je remets, tac, là, on arrive le matin à 7 heures, on prend le métro, 30 minutes plus tard, on arrive là. Et ça nous a beaucoup perturbés. C'est d'ailleurs un avantage d'être pas du coin. En fait, dans l'équipe, il y en a un, c'est Johan Nio, il est lillois. Donc lui, l'avantage, c'est qu'il connaît très bien. Et puis les 2 autres, ils connaissent rien au territoire. Mais c'est aussi un avantage, parce que ça produit l'étonnement. Donc là, on se dit, mais ce qu'on est en train de voir là, c'est quand même énigmatique. C'est énigmatique parce que comment est-ce qu'on peut expliquer un tel écart à 20 minutes en transport public entre la ville de Lille et la ville de Roubaix, sachant que dans la métropole lilloise, ce sont les 2 principales villes de la métropole lilloise, c'est Lille et Roubaix, et Tourcoing pour la 3e. Donc on n'est pas Lille, la ville capitale, et Roubaix et Tourcoing, les villes secondaires, pas du tout. Il n'y a pas de ville capitale dans la métropole lilloise. Il y a 3 villes principales, dont Roubaix et Lille. Donc comment se fait-on qu'on observe un tel écart à 20 ou 30 minutes en transport en public dans une même métropole qui est une métropole florissante? Certes, à la fin des années 80, l'ensemble de l'agglomération lilloise était en difficulté suite au processus de désindustrialisation qui a beaucoup frappé cette région. Mais quand en 2015 on enquête, et depuis la fin des années 90, l'ensemble de l'agglomération lilloise, la métropole lilloise, est redevenue une métropole dont la démographie augmente, qui a un taux d'emploi tout à fait raisonnable ou comparé à l'échelle nationale. Enfin, c'est devenu une des pièces, une des places phares du point de vue de la dynamique du marché tertiaire, qui est reconnue au moins à l'échelle européenne. Enfin, il y a tout un tas d'indices qui, à l'échelle de la métropole lilloise, sont des indices qu'on coche plutôt en vert.
Alors que Roubaix, c'est quoi? Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France. Là, je vous ai montré quelques photos. Bien sûr, hein, vous avez compris que j'ai durci un peu le trait et que tout Roubaix ne ressemble pas à ça. Mais quand même, ce que je montre là, c'est pas anecdotique à l'échelle de la ville de Roubaix. Et puis derrière l'image de ces façades en très mauvais état, très souvent vacantes, se cachent d'autres indicateurs extrêmement alarmants, comme le taux de pauvreté. Donc je disais, c'est la ville la plus pauvre de France avec un taux de paupérisation qui ne cesse de s'aggraver. C'est aussi beaucoup d'habitats insalubres, si ce n'est indignes. C'est un taux d'analphabétisation parmi les plus élevés de France. La réussite éducative est au plus bas. Au niveau des conditions de santé, c'est extrêmement dégradé. Et puis, le taux de chômage est également un des plus élevés de France. Et tout ça frappe de plein fouet, tout particulièrement les classes populaires. Donc là, c'est là où on a un bug. On a un bug dans notre tête, on se dit, alors là, il y a un truc qui ne marche pas. Parce que si je crois à la théorie sur les métropoles, je ne devrais pas avoir Roubaix dans la métropole lilloise. Ça veut dire qu'on est en face d'une anomalie théorique. Et ça, quand on est une sociologue, on sait que l'anomalie théorique, c'est top génial. Parce qu'à partir du moment où vous avez une anomalie théorique, ça signifie que la théorie, elle ne marche pas. Il suffit d'avoir un cas qui contredise la théorie pour considérer que la théorie doit être revue. Et là, nous avons un cas. Parce que avoir Roubaix tel que je vous l'ai décrit dans cette métropole florissante qu'est Lille, eh bien, ça met beaucoup à mal la théorie sur les métropoles. La théorie sur les métropoles avec... en particulier l'idée selon laquelle la dynamique, la métropolisation est moteur de croissance, de richesse pour l'ensemble de la métropole, que ça produit des effets d'entraînement sur toute la dynamique d'un même territoire. Donc nous sommes partis de cette anomalie théorique parce que pour nous, ça faisait émerger un phénomène qui nous apparaissait inédit. Celui de la cohabitation entre, d'un côté, un processus de métropolisation, de croissance, et de l'autre côté, un phénomène de crise, adossé à la décroissance urbaine. Et ce phénomène, il nous apparaissait inédit autant sur le plan de la recherche, c'est-à-dire que nous ne connaissions aucun travaux de recherche qui s'intéressait ni en partant de la décroissance urbaine, ni en partant des travaux sur les métropoles, qui mettaient à jour et qui discutaient de cette cohabitation entre un processus de crise et un processus de métropolisation, de croissance sur le même territoire métropolitain. Mais c'est aussi un problème, un phénomène inédit pour l'action. C'est-à-dire que quand on a commencé à discuter de ça avec les acteurs locaux, ou les Roubaisiens, ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de leur dire. J'attire aussi votre attention sur le fait que la mise en évidence de cette anomalie, elle procède là, dans les coulisses, elle procède là autant de l'observation sensible que avec nous. Voilà, nous sommes des chercheurs bien plus âgés que vous, donc on a un petit peu de bagage théorique derrière nous. Donc la mise à jour de cette anomalie, la mise à jour de ce phénomène très particulier, non discuté jusque-là, sincèrement, eh bien, il est le résultat d'une confrontation entre une observation sensible, informelle d'un côté, et de l'autre côté, un appareillage théorique qui emprunte à la géographie économique, à la géographie urbaine, à la géographie sociale, à la sociologie de l'action et des organisations et à la sociologie économique. Ça, je ne développe pas. Mais je ne veux pas que vous croyiez que c'est juste en observant, en se baladant dans le territoire qu'on arrive à faire émerger le phénomène. C'est bien dans la confrontation entre les deux, parce qu'il faut qu'on ait, même quand on est dans une démarche inductive, c'est-à-dire quand les questions émergent du terrain, eh bien, il faut quand même être appareillé intellectuellement, il faut être appareillé théoriquement pour pouvoir attraper, saisir le phénomène qui va être intéressant au plan scientifique.
Eh bien, cette anomalie théorique-là, elle va devenir dès lors le fil directeur de notre recherche, avec plusieurs conséquences sur la façon dont nous avons décidé de procéder. Il faut m'arrêter, hein. Si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'hésitez pas. Alors vous là-bas, je ne vais pas vous voir, donc vous intervenez vivement, parce que vous voyez, là, hop, plus personne. Alors, quelles sont ces conséquences? Là, vous voyez, la première conséquence, c'est qu'on a une question de recherche qui émerge de façon ad hoc, c'est-à-dire a posteriori de la commande, et qu'en aucun cas, notre objet de recherche va être la commande initiale. Parce qu'on se dit, alors, d'accord, on a 2 processus sur un même territoire, ça c'est incontestable, mais quand même, on a une seule autorité métropolitaine, on a une seule institution métropolitaine. Et c'est la même depuis la fin des années 60. L'intercommunalité lilloise, qu'on l'appelle communauté urbaine de Lille, ou Lille Métropole, que je ne sais plus quel nom elle a eu, elle a changé plusieurs fois, la LMCU Lille Métropole Communauté Urbaine, ou Métropole Européenne de Lille désormais, que ce soit le statut métropolitain ou que ce soit le statut de communauté urbaine, c'est la même intercommunalité depuis la fin des années 60. Donc on a 2 processus sur un même territoire, et en plus qui est un même territoire qui est piloté politiquement par la même institution métropolitaine depuis la fin des années 60, ce qui n'a fait qu'accroître notre étonnement. La question devient à ce moment-là, comment est-ce que 25 ans de politique de métropolisation pilotée par l'acteur intercommunal, tantôt je vais dire l'acteur intercommunal, l'acteur métropolitain, c'est la même chose. Comment se fait-il que 25 ans de politique de métropolisation, conduits par le même acteur intercommunal, n'ont pas enrayé la crise roubaisienne? Voilà comment on a transformé notre observation initiale en une question de recherche. Pour répondre à cette question de recherche, on a élaboré, bien sûr, on a construit notre posture méthodologique. Et parce qu'on est des sociologues de l'action et des organisations, on a considéré qu'il fallait qu'on s'intéresse à l'action publique effective, c'est-à-dire telle qu'elle a été concrètement réalisée depuis un certain nombre d'années. Et par rapport à ça, d'adopter une démarche rétrospective. Donc il y a 3 éléments de posture précis par rapport à cet enjeu méthodologique. Donc premièrement, s'intéresser à l'action effective de l'acteur public. Pour comprendre quoi? Pour comprendre les modalités de l'action publique qui ont été mises en œuvre depuis 25 ans. Deuxièmement, on n'allait pas faire ça tout azimut, c'était pas gérable, on n'était que 3. Donc on a ciblé l'exploration, on a décidé de cibler l'exploration sur les 2 problèmes publics qui étaient en jeu dans la commande des élus roubaisiens, à savoir le cadre de vie et l'emploi. Partant de là, on s'est dit il faut qu'on s'intéresse donc à 2 champs de politique publique, celui de la rénovation urbaine, parce que c'est derrière les projets de rénovation urbaine, je dis en rue, donc Agence nationale de la rénovation urbaine, que c'est trouver le levier pour l'action sur le cadre de vie. Et le deuxième champ de politique publique auquel on devait s'intéresser, c'était celui du développement économique, puisque c'était l'instrument clé de l'acteur public pour agir sur l'emploi. Alors vous avez vu, entre parenthèses, j'ai marqué « vrai à Roubaix ». C'est un peu étrange, cette parenthèse. Je m'explique. On a choisi le champ de la rénovation urbaine pour réfléchir à la façon dont l'action sur le cadre de vie avait été conduite en rentrant par les projets en rue. C'est un peu particulier. Et ça, c'est une méthodologie qui peut marcher à Roubaix, qui ne marcherait pas ailleurs, en tout cas pas partout ailleurs, pour la raison suivante, c'est que 70% du territoire municipal est en politique de la ville. Voilà. Donc cette caractéristique-là justifie que méthodologiquement, ça a du sens de s'intéresser en priorité au projet de rénovation urbaine, puisque 70% du territoire, l'action de transformation et d'amélioration du cadre de vie passe par les projets de rénovation urbaine. Et cela, nous avons donc décidé de faire quelques pas en arrière pour pouvoir aller de l'avant et essayer d'aider la municipalité roubaisienne
Et on s'est lancé dans une rétrospective de 25 ans de politique publique, mais pas seulement les politiques publiques, 25 ans de politique publique et de projets d'urbanisme public, c'est-à-dire les leviers effectifs de l'action publique telle qu'elle peut se déployer très concrètement sur le territoire entre 90 et 2015. 25 ans, c'est pas par hasard, c'est parce que 90, les années 1990, ça correspond précisément au moment de la bifurcation métropolitaine de l'agglomération lilloise. Ça correspond précisément au moment où l'acteur public métropolitain, ou l'intercommunalité à ce moment-là, a décidé de s'embarquer dans un processus de métropolisation et de soutenir la métropolisation lilloise par ces politiques publiques. Donc c'est très daté et c'est très facile de remonter aux documents qui retracent toute cette histoire-là. Et puis enfin, ces éléments de cette reformulation du projet, de l'objet de recherche ou de la question de recherche et les choix de posture méthodologique que nous avons adoptés, ils ont une troisième conséquence qui, elle, concerne la dynamique même de la recherche-action, parce que ça signifie que là, on a commencé à discuter avec les acteurs publics locaux, avec les Roubaisiens, techniques et politiques, pour leur dire non, mais nous, on ne va pas être dans un truc solutionniste avec vous, parce que là, on ne peut pas. Avant de commencer à penser solutions, il faut quand même qu'on commence à comprendre quelque chose. Et ça veut dire qu'on s'est vraiment placé dans une perspective qui dit, avant toute chose, on va essayer de comprendre et d'expliquer, en analysant les modalités de l'action publique telles qu'elles ont été conduites en faveur de la métropolisation depuis 25 ans, on va essayer d'expliquer ce qu'on va dénicher dans la compréhension et l'explication dans la compréhension de ces modalités d'action publique qui expliquent le phénomène qu'on observe de énigmatique entre de différences, de si grand écart et la cohabitation entre crise et métropolisation. Ça va jusque-là? Voilà. Alors ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, comme ça prend 20 minutes, 3 slides, c'est 6 mois de boulot en live. Parce que de dire à un commanditaire « Ah non, 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 on ne va pas vous apporter les solutions là, on va d'abord essayer de comprendre quelque chose », ben ça a été le moment le plus compliqué. Une fois qu'ils ont accepté ça, qu'on a fait la démonstration qu'on apportait quelque chose, il y a eu quand même une année qui s'est écoulée jusqu'à ce que la confiance s'installe correctement et qu'on puisse continuer à avancer. Mais on l'a gagné quand même. Ce qui m'amène à cette histoire d'agir métropolitain. Parce que finalement, quand on dit agir métropolitain, ce qu'on propose, c'est d'étudier la fabrique métropolitaine en passant par l'analyse critique de ce qu'on a appelé l'agir métropolitain. Et le choix théorique et méthodologique majeur qui est derrière ça, c'est le fait de dire que pour comprendre quelque chose à ce qu'on veut comprendre, il faut étudier ce que pensent et font les acteurs publics, politiques et techniques quand ils pensent et font les métropoles. Et on a fini par définir l'agir métropolitain. Alors là, je le mets là, slide, je ne sais pas combien, 11. Ben, en réalité, on l'a défini bien plus tard. L'agir métropolitain, on l'a donc défini, c'est pas un choix théorique de départ, c'est vraiment au fur et à mesure de la recherche où on a compris qu'on pouvait travailler sur un concept qu'on a appelé l'agir métropolitain et qu'on peut considérer comme étant ce qui désigne l'ensemble, d'une part, des doctrines et des cadres cognitifs, c'est-à-dire des valeurs, des croyances, des connaissances qui dépassent et encadrent chaque action publique. Oups, pardon. Et puis, donc d'un côté, ces doctrines et cadres cognitifs, et de l'autre côté, l'ensemble des politiques publiques, mais aussi des actions opérationnelles, donc des projets urbains, des projets d'urbanisme, qui ont été à la fois élaborés et engagés par les acteurs publics au nom du développement des métropoles.
ce qu'il considérait comme étant moteur, levier de ce qu'ils se représentaient comme étant le développement souhaité de leur métropole. Donc on n'était pas du tout comme dans ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui, on n'était pas du tout dans la perspective de faire une critique de la métropole lilloise ou d'une autre métropole. Vous avez beaucoup aujourd'hui de critiques des métropoles. La métropole, c'est un truc qui n'est pas hospitalier, c'est un truc qui n'est pas sobre, c'est un truc qui n'est pas chouette, c'est un truc qui est moche, etc. Non, ce n'est pas du tout sur ce registre-là qu'on se situe. Nous, on est sur un autre registre, on se dit, fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire considérant qu'il est extrêmement important de comprendre les modalités de l'action publique, eh bien, on a déplacé l'intention de la critique des métropoles vers l'analyse critique de l'agir métropolitain. Considérant que c'est la compréhension de cet agir métropolitain, de ce qui fait cet ensemble de doctrines, de cadres cognitifs, de politiques publiques et d'actions opérationnelles qui va nous permettre d'identifier une partie, pas tout évidemment, mais une partie des leviers pour conduire des actions de transformation vers un futur plus souhaitable que ce qu'on a vu avec les photos de Roubaix. À partir de quel corpus empirique on a travaillé? Alors, il y a des corpus empiriques qui existaient déjà et qu'on a mobilisés, puis il y en a d'autres qu'on a construits pour les besoins de l'enquête. Alors, premièrement, il y a tous les cadres réglementaires, techniques, statistiques nationaux. Quand on dit que l'agir métropolitain, c'est l'ensemble des doctrines et paysages cognitifs qui dépassent et encadrent l'action, en aucun cas l'agir métropolitain d'un acteur public, aussi particulier soit-il, n'est indépendant de cadres cognitifs qui le dépassent. Et ce qui le dépasse, c'est tout ce qui relève d'un niveau européen et national. Mais là, on n'est pas remonté au niveau européen parce que tout était déjà traduit dans le niveau national. Donc, on est resté au cadre réglementaire, technique, statistiques nationaux. En plus, on s'est intéressé aux cadres réglementaires et de planification locaux, les schémas directeurs, la charte des parcs d'activité, parce que ça n'existe pas forcément ailleurs. Alors, vous trouverez des schémas directeurs ailleurs, des documents de planification ailleurs, mais après, il y a certains documents cadres qui sont propres à la métropole lilloise, comme cette charte des parcs d'activité. Le PMDE, c'est le plan métropolitain de développement économique. Ville renouvelée, c'est un document cadre qui avait été élaboré par l'intercommunalité pour définir sa politique de renouvellement urbain. Ville intense, même chose. Les contrats d'agglomération, donc ça c'est avec l'État, parce qu'on voit à la fois ce qui est financé par l'État et ce qui a été demandé comme objet de financement, mais aussi tous les documents opérationnels, les documents de réalisation de ZAC, les contrats de concession, les fiches de l'eau. Enfin, on est rentré assez dans le détail des documents opérationnels puisqu'on s'intéresse aussi au projet urbain. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pardon, pourquoi est-ce qu'on a pris politique publique et projet urbain? Parce qu'on étudie une période 90-2015 qui est la période au cours de laquelle ça a été, qui a été la grande période de ce qu'on appelait le projet urbain. Moi, je n'aime pas parler du projet urbain. Moi, j'aime parler des projets d'urbanisme. Des projets d'urbanisme, il y en a, je ne vais pas vous dire depuis la nuit des temps, mais presque. Il y en a encore aujourd'hui et il y en aura encore demain. Ils peuvent être petits, ils peuvent être grands, ils peuvent porter sur tout et n'importe quoi. Mais ce qu'on a appelé le projet urbain, ça correspond à une période très précise de la transformation des villes, qui est la période justement qui correspond à la période de renouvellement urbain sur les grandes friches industrielles. Et d'ailleurs, la métropole lilloise a été le laboratoire de l'invention du renouvellement urbain en France. Précisément parce qu'il y avait un tas de friches industrielles. Donc pourquoi est-ce on s'est intéressé au projet urbain? Parce que sur la période historique qui nous intéresse, le projet urbain tel que je viens de l'évoquer très rapidement, ça a été effectivement un des instruments majeurs de l'action publique pour transformer son territoire et lutter contre les effets de la désindustrialisation
à l'échelle de l'agglomération. Donc, on est rentré assez finement dans tous les documents opérationnels des projets qu'on a étudiés. Dans ces actions d'aménagement et d'urbanisme, on en a choisi 5 qui sont marquantes sur la période. 2 projets urbains qui ont fait partie de la politique des pôles d'excellence de la métropole lilloise. L'un à Roubaix, qui est le projet de l'Union, et l'autre, les rives de la Haute-Deule, qui est à Lille. Et puis 3 projets de rénovation urbaine, l'un à Lille, l'autre à Roubaix, l'autre à Tourcoing, qui ont en commun d'avoir été engagés dans la même période. Donc c'est très bien pour faire de la comparaison entre projets, mais entre Lille et Roubaix. Évidemment, de l'arpentage et du relevé de terrain. Et outre l'analyse documentaire, on a également travaillé avec les techniciens. Alors là, comme dans le cadre d'une enquête ordinaire, pas ce qui va être propre à la recherche-action, sous la forme d'entretien semi-directif, qualitatif, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais aussi des réunions de groupe dans 2 perspectives, à la fois pour faire retracer collectivement des trajectoires de projets qui nous intéressaient, mais aussi pour travailler avec eux sur la restitution de ce que nous, on commençait à faire apparaître et voir comment ils réagissaient, et puis évidemment des diagnostics urbains. Enfin, je dis évidemment, mais vous comprendrez tout à l'heure. Donc, un gros travail empirique, tout ça sur 25 ans, et on pouvait, grâce à la recherche-action, c'était facile pour nous d'accéder aux matériaux. Donc ça, c'est précieux. Et je voudrais un instant insister auprès de vous sur l'importance des corpus documentaires. Je veux insister parce que, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on part au départ d'une observation sensible, informelle, subjective. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc ce n'est pas du tout quelque chose que je mets en question. Je considère au contraire que c'est un moteur important de l'équipement intellectuel. Mais je suis un peu inquiète parce que je vois des mémoires, je vois des thèses aussi, où ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va considérer que la recherche, elle est sensible et subjective. Je ne dis pas que la recherche ne fait pas appel à la sensibilité et à la subjectivité. D'abord, on a tous notre subjectivité, qu'on soit chercheur ou pas chercheur, mais même quand on est chercheur, on a notre subjectivité et on avance avec notre subjectivité. Mais je commence à voir des choses que je trouve inquiétantes parce que, considérant que la seule bonne recherche, c'est la recherche qui fait de la recherche sensible ou qui fait de l'ethnographie. Moi, je suis sociologue, donc j'ai aucun problème avec l'ethnographie, d'accord? Mais il y a d'autres façons de faire de la recherche qui tiennent tout à fait la route. Et dans notre domaine, il y a un matériau empirique qui est extrêmement précieux et qui est sous-utilisé, c'est tout le corpus documentaire. On en a foultitude. Vous avez des documents de type réglementaire, vous avez des documents de politique publique, vous avez les études de faisabilité, vous avez des cahiers des charges, vous avez les documents de réalisation de ZAC, vous avez les appels d'offres, vous avez les documents de planification stratégique, les documents de planification réglementaire, les documents de planification programmatique, vous avez tout ce qui sont les documents de conception, les fiches de l'eau, enfin, il y en a, en veux-tu, en voilà, il y en a plein, et ils sont extrêmement précieux pour étudier l'agir métropolitain. Pourquoi les documents sont précieux? D'abord parce qu'ils rendent compte des perceptions, des représentations, des finalités, des représentations du territoire, des finalités de l'action publique. Ils rendent compte aussi de la façon dont les acteurs publics pensent les problèmes qu'ils ont à résoudre. Ils rendent compte de la façon dont ces acteurs publics souhaiteraient les résoudre, envisagent les résoudre. Mais ils ne rendent pas seulement compte de conception ou de représentation, ils rendent compte aussi de faits tout à fait. Et c'est un instrument important d'objectivation des faits, parce qu'il y a il y a une traçabilité dans les documents,
Une traçabilité, par exemple, des arguments qui sont mis en avant par les acteurs. Et quand on dit traçabilité, c'est aussi, ça veut dire qu'on peut voir leur évolution dans le temps. Et l'agir métropolitain, c'est un truc qui évolue. Les documents administratifs sont également très précieux parce que comme ils sont très codifiés, on ne fait pas un document administratif comme on en a envie. C'est sérieux un document administratif. C'est opposable. Ça veut dire qu'on est en face de documents qui sont en capacité de capter et de restituer des phases d'action avec beaucoup de fiabilité. Ou au contraire des bifurcations. Mais cela avec beaucoup de fiabilité. Les documents, ces genres de documents, c'est aussi des documents qui ont pour vertu du point de vue analytique de verrouiller des moments, de verrouiller des scénarios, de verrouiller des options. Par exemple, quand vous avez une déclaration d'utilité publique qui est déclarée, une utilité publique qui est déclarée à l'occasion d'un projet, bien, vous avez beaucoup de choses qui est verrouillée avec la déclaration d'utilité publique. Ça vous permet aussi de pouvoir borner vos enquêtes dans le temps. Et puis enfin, et ça aussi c'est très utile, ces documents, cette série de documents, ils ont aussi pour vertu de vous aider à pouvoir recontextualiser l'action. C'est-à-dire que l'action ne se déroule jamais dans quelque chose qui ne serait pas contextualisé, pour que ce soit du point de vue des caractéristiques du territoire, que ce soit du point de vue conjoncturel, que ce soit du point de vue de politique publique nationale ou européenne. Et dans le paradigme qui est le mien, la contextualisation de l'action, c'est absolument essentiel parce que ça participe très fortement de la compréhension et de l'explication des actions qui nous intéressent. Il me reste encore un peu de temps. Ouais, merci. Ça va jusque-là? Donc je vous invite à être attentif à ces corpus documentaires, à vous amuser à plonger dedans, vous verrez qu'ils sont très riches. Point suivant, quelques risques et points aveugles. Donc là, je rentre moins dans je ne vais plus être dans les coulisses de la recherche, mais plutôt dans le genre de trucs que cette démarche que je viens de décrire nous a amené à mettre en évidence. Je ne veux pas tout énoncer. Premier point, on a été très frappé par la puissance de l'idéal métropolitain, la puissance de la croyance dans l'idéal métropolitain, pas n'importe quel idéal métropolitain, l'idéal métropolitain tel qu'il s'est construit depuis les années 70, la fin des années 70, et jusque quand même si aujourd'hui il y a une remise en question de cet idéal-là, mais il y en a un autre qui va émerger, qui est en train de se construire, jusqu'en, on va dire, allez, 2015, il n'y avait pas beaucoup de remise en question, en tout cas, elle était faible, c'était plutôt des indices faibles. Donc cet idéal métropolitain, qui est un idéal de la compétitivité, de l'excellence, de l'innovation, de l'internationalisation, enfin, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cet idéal métropolitain. Et on a été très frappés de voir qu'il se traduisait par une espèce de prêt-à-porter en matière de politique publique et de projet. Un prêt-à-porter qui était mis en œuvre dans l'ensemble des politiques publiques et des projets urbains qui étaient déployés sur les 25 années qu'on a examinés. Et si je prends le cas du projet de l'Union, le projet de l'Union, c'est un projet, donc c'était un des deux projets qu'on a étudiés, très symptomatique de la politique des pôles d'excellence. C'est quoi la politique des pôles d'excellence? C'est typiquement l'idéal métropolitain. Par ailleurs, ce projet de l'Union, il a été soutenu par l'État, il a été retenu par l'État comme étant l'un des 50 projets sur lesquels l'État comptait pour le rayonnement de la France. Donc, c'est-à-dire l'importance à la fois locale et nationale qui a été associée au projet de l'Union. Le projet de l'Union, il a été lancé au début des années 2000. Les réflexions démarrent déjà dans les années 80. Et il est lancé au début des années 2000. On est en 2023, c'est un échec. Vous allez vous promener à Roubaix, vous avez peur. À l'Union, vous avez peur. C'est catastrophique. Et ce qui est terrible, c'est catastrophique alors que les conditions d'échec avaient été anticipées. Ça, c'est exactement le genre de pépite que vous trouvez dans les documents, parce que vous n'allez avoir aucun acteur qui va vous dire
on a fait l'union, mais on savait qu'on allait se planter. Aucun vous dit ça. Parce que les professionnels, quand ils interviennent, ils croient dans ce qu'ils font. Moi, je ne connais pas de professionnel qui se dit, bon, allez, si je faisais n'importe quoi aujourd'hui. Non. Donc, ils le font avec sincérité. Et c'est très dur pour eux d'être en face pris dans des projets qui sont des échecs. En tout cas, le projet de l'Union, ça ne veut pas dire que c'est irréversible et immuable. J'espère, je pense, j'espère que ça va bouger dans quelques temps. Combien de temps? Je ne sais pas, mais ça va finir par bouger. En tous les cas, projet lancé en 2000, et ce qu'on trouve dans les documents, c'est que les conditions d'échec avaient été anticipées très fortement. Je vais donner 2 exemples. Vous remontez sur une étude de l'agence d'urbanisme public, donc à Dulme, l'agence d'urbanisme, de développement et d'urbanisme de l'île Métropole, qui est l'agence d'urbanisme public. Il y en a une à Grenoble. Oui. Comment elle s'appelle? L'AURG, voilà, l'agence d'urbanisme de la région Grenoble. Voilà. Donc l'équivalent de l'AURG, merci. Eh bien, on trouve un document incroyable. Parce que au moment où la communauté urbaine réfléchissait à justement cette politique de la ville renouvelée pour l'ensemble de l'agglomération, il y a eu un travail très fin par l'agence d'urbanisme de Lille qui avait travaillé sur des secteurs et avait catégorisé les secteurs par rapport à leur capacité à embrayer sur un projet urbain. Et ils avaient comme ça qualifié les secteurs de différentes façons en disant prêt à accueillir un projet urbain qui devrait marcher, pas prêt. Je simplifie. Le site de l'Union, il était identifié précisément comme un site qui n'était pas prêt à accueillir un projet d'urbanisme. Et pourtant, la décision politique a dit on fait le projet d'urbanisme. Il avait été identifié. De la même façon, toujours sur le projet de l'Union, quand on regarde par exemple les études de faisabilité, par rapport à une fois que la concession a été signée, parmi les documents qu'on a regardés, on a regardé des documents d'études, donc les documents qui ont été, des études qui ont été commandités à des bureaux d'études, et notamment il y avait un bureau d'études, je ne donnerai pas le nom, économique. Pôle d'excellence, donc ça veut dire un projet sur lequel on escompte une très forte dynamique économique. Eh bien, cette étude, elle établit noir sur blanc que compte tenu de la métropole, des caractéristiques de la métropole, compte tenu des caractéristiques de cette ville, compte tenu des caractéristiques du site, rien ne permet de penser que l'ambition en matière d'implantation d'entreprises à haut rayonnement, etc., attendue, ne puisse être réalisée et que la capacité d'attractivité d'entreprises exogènes, c'est-à-dire extérieures au territoire, soit suivie d'effets. Au contraire, donc cette étude dit, messieurs et mesdames les élus, mesdames et messieurs les techniciens et techniciennes, je pense que c'est pas raisonnable d'envisager le programme économique que vous souhaitez mettre en place sur ce territoire. Rentrer dans un tiroir, on n'en a pas tenu compte non plus. Donc, vous voyez, quand je dis que les conditions d'échec avaient été anticipées, on en a plusieurs indicateurs. Quand on continue à analyser ce projet, et ça c'est un témoignage très fort de la puissance de l'idéal métropolitain, de la puissance du cadre cognitif, c'est pour ça qu'on dit aussi coûte que coûte. Quand on rentre dans, non pas dans le projet réalisé, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé depuis 20 ans, mais quand on rentre dans les documents de projet, que ce soit les travaux des concepteurs, que ce soit les documents qui parlent de la programmation, du montage financier et foncier, etc., eh bien, on voit qu'on a en face d'un projet qui est un projet contre l'existant. Parce que, certes, c'est un projet qui devait se développer sur un certain nombre de mètres carrés qui correspondaient à des grands tènements de friches industrielles, mais pas seulement. Il y avait encore de l'activité, en particulier de l'activité productive qui fonctionnait et qui fonctionnait bien, et il y avait des populations. Il y a eu une mise en œuvre de libération du foncier de façon assez ordinaire, mais qui est quand même passée par de l'expropriation. Et de l'expropriation, de quoi?
d'activités productives. C'est quoi les caractéristiques des activités productives à ce moment-là? C'est quand même des activités qui permettaient de l'emploi pour les moins qualifiés. Rappelez-vous que c'est un des deux problèmes publics qui animent les élus roubaisiens. Donc, éviction des populations populaires, éviction d'entreprises productives, y compris qui fonctionnaient bien. Donc, c'est un projet contre l'existant. Et quand on regarde, c'est très frappant là aussi, quand on regarde les programmes résidentiels, donc la typologie de l'habitat qui est projeté, quand on regarde les programmes économiques tertiaires, quand on regarde la façon de penser l'aménagement des espaces publics, eh bien, il est très clair que tout est pensé pour attirer quoi? Pour attirer les fameux emplois dits stratégiques, c'est-à-dire on va dire, pour le dire vite, les cadres supérieurs, donc l'emploi tertiaire supérieur, voilà. C'est très, très, très clair. Donc c'est parce que ce sont ces emplois dits stratégiques qui correspondent à l'idéal métropolitain de cette période-là. Et puis, troisième observation, c'est qu'entre 2000 et 2023, eh bien, ce projet urbain, il a pour partie été réalisé, mais pour partie seulement. Il n'a pas été réalisé pour l'essentiel parce que les promoteurs privés ne viennent pas. Et on se retrouve finalement dans une situation où les politiques de développement et de solidarité qui ont été mises en place par la communauté urbaine de Lille en faveur de la requalification, du renouvellement, de la revalorisation de ce site de Roubaix, mais autour du référentiel de la compétitivité et de l'excellence, non seulement sont inefficaces à relancer ou à enrayer la crise que traverse cette ville, mais en plus, ça se traduit par des effets pervers. C'est-à-dire, c'est quoi un effet pervers en sociologie? C'est un effet qui est produit par des comportements, mais qui n'était pas l'objectif de ces comportements. Donc, il y a un effet pervers assez grave, puisqu'il y a quand même de l'éviction, il y a quand même de l'expropriation, mais ce n'est pas compensé ou remplacé, substitué par d'autres activités, ce qui fait que ça continue, et même ça aggrave la dégradation du cadre de vie à Roubaix. Là, je prends que l'exemple de l'Union, mais c'est vrai sur d'autres projets à Roubaix. Donc là, vous voyez, on voit très clairement la force de cette croyance dans un idéal métropolitain et son application coûte que coûte. Quand je dis ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver déjà énoncé, pas exactement ces termes-là, mais quand même c'est assez proche de ce que Harvey avait identifié autour de l'entrepreneurialisme. Et le projet de l'Union se rapproche, fait écho à cela. Mais ce qu'on apporte en plus quand même, c'est d'une part qu'on regarde ça dans un contexte d'action très particulier qui est celui de la décroissance urbaine. Et donc là, on voit les effets pervers, notamment de poursuite de la dégradation et non de la revalorisation. Ça a aussi une vertu du point de vue de la recherche-action, parce que quand vous n'allez pas discuter avec des élus et des techniciens en leur disant « au fait, tu as lu Harvey ?» Non. Donc, par contre, quand vous travaillez avec eux et que vous décortiquez pas à pas la trajectoire du projet de l'Union, bon, c'est un peu dur pour eux, mais quand même, ils admettent quelque chose. Et puis, surtout, et c'est là où je veux en venir sur ce deuxième résultat, et que là, il nous semble que c'est un point qui est invisibilisé, c'est la question de l'intercommunalisation. AM, je mets AM, Agir métropolitain, bien sûr. Derrière Agir métropolitain, il y a aussi l'intercommunalisation. C'est-à-dire un des paramètres, une des dimensions de l'Agir métropolitain, c'est pas que la compétitivité, l'excellence, enfin je parle de l'Agir métropolitain 90-2015. Aujourd'hui, sans doute,
pourrait-on commencer à en parler un peu autrement. Mais en tous les cas, sur cette période-là, il y a eu un autre phénomène très important dont ne parle pas, par exemple, Bulbaoga et Grossetti quand ils font leur truc sur la CAM. C'est l'intercommunalisation. L'intercommunalisation, c'est-à-dire que l'Agir métropolitain, à cette période-là, il s'est également constitué autour d'une autre croyance qui était celle de considérer que cet idéal métropolitain de la compétitivité, de l'excellence et du rayonnement, il est indissociable de l'intercommunalité. C'est-à-dire que c'est l'existence de l'intercommunalité, la mise en place des intercommunalités seront un levier de la capacité à faire advenir cet idéal métropolitain. Et si vous retracez les évolutions législatives depuis les années 70, 80 plutôt, vous verrez, y compris la loi MAPTAM 2014, vous verrez que cet enjeu-là de portage de la capacité de compétitivité d'un territoire, il est dans toutes les évolutions législatives, y compris la MAPTAM 2014, c'était il n'y a pas longtemps, ça a des effets structurants assez majeurs dans l'organisation des territoires, et derrière l'enjeu, c'est cet idéal métropolitain un peu obsolète. Et ça, c'est très visible à Lille, cette intercommunalisation. Le fait de réussir l'intégration métropolitaine entre les différentes communes du territoire de l'agglomération, c'est structurant, ça a été un des éléments structurants de la façon de penser. Ce qui veut dire, et ça contribue aussi à expliquer le coûte que coûte, par exemple pour le projet de l'Union, parce que au nom de l'intégration métropolitaine, il était extrêmement important pour les acteurs que l'on puisse développer à Roubaix un projet analogue à celui qu'on allait développer sur l'île. C'était extrêmement important pour jouer la carte de l'intercommunalité. Ce qui veut dire que cette intercommunalisation, elle a un effet très particulier qu'on a découvert en faisant cette recherche, c'est qu'elle a pour effet de considérer, au nom de l'intégration intercommunale, au nom de l'intégration métropolitaine des différentes communes membres, que l'action publique métropolitaine, elle doit relever des mêmes registres d'action, quels que soient les territoires intramétropolitains. Et ça a un effet pervers énorme et grave, qui est que ça a pour effet de produire une décontextualisation de l'action publique. C'est-à-dire qu'on va appliquer les mêmes registres d'action publique, qu'on soit sur un territoire croissant de l'agglomération ou sur un territoire décroissant de l'agglomération. Or, ce qu'on a montré, c'est que vous ne pouvez pas avoir les mêmes registres d'action si vous intervenez à Lille et si vous intervenez à Roubaix. Si vous intervenez à Lille dans un contexte de croissance ou si vous intervenez à Roubaix dans un contexte de décroissance, ne serait-ce que parce qu'il est strictement impossible de faire venir les opérateurs privés et les investisseurs pour pouvoir poursuivre les projets urbains qui sont enclenchés. Parce que même si ce sont des projets urbains d'initiative publique, et même s'il y a énormément d'argent, des millions d'euros, de francs d'abord, puis d'euros, qui ont été mis sur la table par l'État, par la région, par l'intercommunalité sur un projet comme l'Union, en aucun cas, nous sommes dans une situation où tout va être pris en charge par l'acteur public et ça reste subordonné à la capacité à faire venir des opérateurs privés. Mais les opérateurs privés, ils viennent pas parce qu'il n'y a pas de constructibilité, alors que la constructibilité, c'est le moteur du projet urbain. C'est le moteur opérationnel, c'est le moteur des mécanismes fonciers et financiers du projet urbain. Eh bien, on ne peut pas penser l'action publique sur un territoire métropolitain avec de tels écarts internes de la même façon. Et ça a été un des grands enseignements que nous avons pu communiquer avec les élus roubaisiens. J'ai bientôt fini. Le troisième point dont je voulais vous parler, qui nous a beaucoup intéressés, c'est un des points aveugles de l'Agir métropolitain à ce moment-là, qui est
le point aveugle de la vacance immobilière. Alors, les friches industrielles, ça, on en parle depuis longtemps. Les friches industrielles, les friches ferroviaires, les grands tènements fonciers qu'on peut remettre à nu facilement, ça, on en parle depuis longtemps. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, à la politique et aux démarches de renouvellement urbain. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'un des objectifs de la commande de la ville de Roubaix, c'était de nous dire, là, il faut qu'on améliore le cadre de vie, on est bien d'accord. Et ce qu'on observait dans notre rétrospective, c'est que cette amélioration du cadre de vie, c'est pas du tout un objectif nouveau. C'est un objectif qui est présent dans les documents de politique publique depuis 25 ans. Mais alors, puisqu'il est présent dans les documents de politique publique depuis 25 ans, comment est-ce qu'on explique ce qu'on voit? Eh bien, là encore, quand vous analysez les documents de politique publique et de projet, eh bien, vous vous rendez compte que l'amélioration du cadre de vie, certes, elle est énoncée très clairement comme un objectif important, mais que finalement, elle est subordonnée à la réalisation des projets urbains. C'est-à-dire que l'amélioration du cadre de vie n'est pas vue comme un objectif direct, mais comme un objectif indirect qui va découler de façon mécanique de la capacité à mettre en œuvre les projets d'urbanisme. Or, comme à Roubaix, on est en échec sur les projets d'urbanisme, avec en plus un effet d'aggravation de la dégradation des espaces publics, par exemple, eh bien, ça ne peut pas marcher. Et en plus, ça a pour effet d'aggraver un phénomène qui est celui de la vacance, non plus seulement des grandes friches, des grands tènements industriels, mais de la vacance immobilière, c'est-à-dire à l'échelle du bâtiment, que ce soit le logement, que ce soit les équipements publics, que ce soit les cellules commerciales, que ce soit les bureaux. Tout. Et donc, au cours de la recherche-action, au cours de nos échanges avec les techniciens, parce que c'était nos premiers interlocuteurs, on leur dit, on vous propose de travailler sur l'amélioration du cadre de vie en s'intéressant à la vacance immobilière. Je vous assure, première réaction, c'est ça. Oh non, mais il n'y a pas de vacances immobilières ici à Roubaix. Ah bon. Bon. Alors, ça, c'est quoi? Donc, ils ont continué à nous faire confiance. Alors, pour nous, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire, un, ils ne connaissent pas leur parc immobilier. Et ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec eux, c'est que non seulement ils ne connaissent pas le parc, il y avait un impensé du problème, ils ne connaissent pas le parc immobilier et ils ne savent pas mesurer et penser la vacance immobilière. Donc, on a fait un travail d'objectivation de la situation et notamment, ce n'est pas peine de lire tous les chiffres, en plus je ne pense pas que ce soit tout à fait lisible, mais on a fait ça sur deux petits secteurs à Roubaix, l'un secteur de centre-ville et l'autre dans le secteur de l'Union. Et vous voyez le genre de chiffres qu'on met en évidence là, par exemple sur la ZAC de l'Union, on a 40% de la surface de plancher qui est vacante. Dans le secteur du centre-ville, on a 84 rez-de-chaussée vacants. On arrive à quand même des chiffrages de mètres carrés. Je vous assure qu'il y a bien des promoteurs immobiliers qui aimeraient avoir ce volume de vacances à pouvoir mobiliser. Bref, je ne rentre pas dans le détail là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de la vacance immobilière et on s'est rendu compte, parce qu'en voulant travailler sur la mesure de la vacance et la qualification de la vacance, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout propre à Roubaix. C'est pas propre à Roubaix, c'est même pas propre seulement à l'agglomération lilloise, c'était national. Ça veut dire qu'on était en face d'un problème public, celui de la vacance immobilière, sans cadre d'action publique, ni à l'échelle locale, ni à l'échelle nationale. Et c'est évidemment, il y a quelque chose de surprésent à Roubaix, mais la vacance immobilière, vous allez à la Défense, c'est un quartier tertiaire d'excellence, il y a un gros problème de vacances immobilières tertiaires aujourd'hui, qui devient structurel et non plus seulement conjoncturel. Eh bien, cette vacance immobilière, on peut considérer encore aujourd'hui qu'elle est un impensé de l'agir métropolitain
Mais, et c'est la conviction à laquelle nous sommes arrivés, à partir de cette recherche-action et de notre travail, c'est que c'est un impensé entretenu. Et c'est un impensé entretenu parce que la vacance immobilière, c'est un indicateur très fort de l'état de santé d'un territoire. Et alors là, il se passe un truc rare, qui est que tous les acteurs sont alignés pour dire il n'y a pas de vacances. Les promoteurs, les investisseurs, les commercialisateurs immobiliers, les acteurs publics locaux et l'État. Non, il n'y a pas de vacances. Et il y a une manipulation de la donnée, je vous assure que c'est avéré, il y a une manipulation de la donnée sur la vacance pour gommer le caractère structurel de la vacance immobilière. Or, si on veut penser la transformation de l'agir métropolitain, la question de la vacance immobilière, c'est un des sujets qui va devoir être pris en charge par l'agir métropolitain. Alors, il y a quand même une conscience qui augmente sur cet enjeu-là, avec aussi bien au plan national qu'au plan local des transformations de pratiques. Par exemple, l'agence d'urbanisme de Lille, quand je vous ai tout à l'heure parmi les produits dont on est assez satisfait, c'est le travail qu'on a fait avec l'agence d'urbanisme de Lille pour les aider à mettre en place une méthodologie de production de connaissances sur la vacance immobilière à l'échelle de l'agglomération lilloise. Et ils ont fait une super étude, qui est une étude pionnière pour le coup, sur la connaissance du parc immobilier vacant. C'est assez compliqué, je ne rentre pas dans les détails. Et je vais finir là-dessus. Relation entre recherche et action, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Donc nous finalement, on s'est retrouvés, c'était pas quelque chose qui était prévu comme ça au départ, on s'est retrouvés à occuper une fonction d'accompagnement au changement avec une perspective explicative, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on était en train de se comporter, c'est pas le bon terme, enfin la façon dont nous agissions avec les élus et les techniciens roubaisiens, finalement on était en train d'accompagner une action de transformation du système local. Donc on n'apportait pas des solutions en disant « Ah mais sur ce secteur, vous devez intervenir de telle façon, vous voyez tel immeuble vacant, voilà ce qu'il faut faire ». Non, on rendait visibles les modalités d'action publique dans lesquelles ils sont piégés depuis plusieurs années. On rendait visibles les contraintes, les problèmes qui contribuaient. Tout ne tient pas, toute la situation de Roubaix ne tient pas dans ce qu'on met en évidence dans cette recherche, évidemment. Mais quand même, ce qu'on a mis en évidence participe de la compréhension des problèmes, même si c'est partiel. Donc, ce que ça a produit finalement, c'est d'aider, je veux dire, les techniciens, pas les élus, à transformer les élus et à transformer l'ensemble du système local. Cette action de transformation, cette action d'accompagnement, elle a aussi eu des effets sur la recherche. Elle a eu des effets dans la façon de communiquer. Alors, je pourrais vous raconter plus longuement, mais je ne vais pas le faire. Le premier rapport, on a rendu 6 rapports de recherche, entre autres choses. Le premier rapport qu'on a rendu, c'était un rapport tel qu'on savait les faire ordinairement, c'est-à-dire un truc de chercheurs qui parle à des chercheurs. Quand on leur a remis et qu'on a eu la première réunion avec eux à la suite de cette remise, je peux vous dire qu'ils nous ont regardés comme ça et qu'on a très vite compris qu'on s'était complètement planté dans la façon de nous adresser à eux et qu'on ne parlait pas et qu'on ne communiquait pas et qu'on ne donnait pas la même façon. On parle. C'est-à-dire qu'on ne donne pas... Il faut qu'on fasse une traduction quand on s'adresse aux techniciens. C'est normal, ce ne sont pas des chercheurs. Donc ça a été un grand apprentissage pour nous. Donc ça a un effet sur notre façon de communiquer avec eux. Ça a aussi eu un effet, le fait qu'il y ait de l'action dans la recherche sur l'orientation des objets à investiguer. Ce n'est pas nous qui avons choisi de nous intéresser à l'emploi ou au cadre de vie. Ça a aussi eu beaucoup d'effets sur le choix des terrains à investiguer. C'est avec eux
c'est eux qui nous indiquent qu'ils aimeraient avoir l'information plutôt sur le centre-ville et sur le quartier du Cul de Four plutôt que sur tel autre. Et ça, autant sur la question du cadre de vie que sur la question de l'emploi. Et ça a également eu de l'effet, peut-être le plus sensible du point de vue de la transformation du système local, dans la priorisation de la poursuite de l'investigation, dans la priorisation de ce qu'il fallait creuser. On s'est rendu compte que un des points névralgiques qui empêchait la ville de Roubaix de développer des projets adaptés à son contexte d'action, c'est l'État local et la doctrine en rue de l'État local, la doctrine en rue portée par l'État local. Je vous ai dit tout à l'heure que 70% du territoire roubaisien est en politique de la ville. Donc l'essentiel des projets sont conduits dans le cadre de la rénovation urbaine. Avec une doctrine, donc il y a de la négociation permanente avec les représentants de l'État, on les appelle l'État local, autour de l'ANRU. Et quand on a commencé à comprendre ça, grâce aux techniciens roubaisiens, on a vraiment été chercher tout ce qu'on a pu trouver comme chiffrage, comme exemple, pour réussir à convaincre l'État local qu'on ne pouvait pas, à Roubaix, appliquer la doctrine en rue comme on l'appliquait ailleurs, et notamment le tu démolis, tu reconstruis. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ça produisait les effets pervers qu'on observait. Et ça a fini par marcher. Et en fait, ça a fini par donner des arguments aux techniciens et aux élus locaux pour se mettre en discussion avec l'État local. Et aujourd'hui, le nouveau programme de renouvellement urbain, il est sur un programme d'action qui est en rupture avec la doctrine en rue, avec la démolition et quasiment pas de reconstruction, pour au contraire rendre possible la végétalisation de ces espaces. Il faut savoir, ça aussi c'est un des trucs qu'on leur a donné pour argumenter. La ville de Roubaix, c'est toujours la ville où il y a le moins d'espace vert par habitant. Voilà, genre de trucs, quand je dis voilà, priorisation, là, la cible État local, ça a été une cible très importante de la recherche-action qui a amené à privilégier certaines orientations de la recherche par rapport à d'autres. Pour les besoins de l'action, pas pour les besoins scientifiques. Oh. Ah bon, voilà, j'arrive au bout, si vous tenez encore le coup. C'est juste pour vous donner vous rendre concret la façon dont nous avons travaillé avec les chercheurs et les acteurs, étant entendu que c'était un déroulement inédit autant pour eux que pour nous. Vous voyez quelque chose ? Parce que moi, c'est tout si j'y vois quelque chose. Bon, je vais vous dire, c'est pas très grave. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'équipe projet, nous avons constitué une équipe projet qui était composée de nous trois, les trois chercheurs, donc qui représentaient de l'urbanisme, la géographie urbaine, sociale, économique, de la sociologie de l'action, des organisations et de la sociologie économique, avec 4 techniciens. La directrice de l'aménagement de la ville de Roubaix, le directeur du développement économique de la ville de Roubaix, la directrice mission d'appui stratégique ville de Roubaix, c'est-à-dire que c'était elle qui était la plus proche des élus, en particulier du maire, et puis un chargé mission renouvellement urbain de la métropole européenne de Lille. Et rien que ça, en fait, ça a été tout un travail, parce que nous étions convaincus, côté équipe recherche, qu'il fallait mettre le moins possible la métropole européenne de Lille dans le dispositif, parce que ce qu'on allait mettre en évidence allait être très dérangeant pour la métropole européenne de Lille et on ne voulait pas que ça bloque. Donc, il y avait quelqu'un dont on a vite fait un allié, mais pas de domination, de surreprésentation d'agents de la métropole européenne de Lille dans l'équipe projet, parce que notre commanditaire, c'était pas la MEL, c'était pas la métropole européenne de Lille, c'était la ville de Roubaix, et on avait assez vite compris quand même que ça ne matchait pas tout à fait les objectifs de politique publique, non pas pour des raisons partisanes, mais vraiment pour des raisons liées à la nature des interventions à conduire. Deuxième élément de caractérisation de la façon dont on a travaillé, le programme de travail que j'ai retracé là pour l'essentiel, il a quand même pour partie été coélaboré avec les techniciens
et validés par les élus. Par exemple, la relation entre espace vacant et cadre de vie, il a fallu que ce soit validé. La question, autour de la question de l'emploi, je ne vous en ai pas du tout parlé, mais parce que c'est plutôt Gilles Cras qui s'est occupé de ça. La question de l'emploi, il y a eu... Alors là, on était sur un sujet très chaud. Il a fallu avoir des avals, un aval politique important pour aller travailler avec la maison, comment ça s'appelle, l'agence pour l'emploi, comment ça s'appelle quand j'étais jeune, on appelait ça la NPE. Pôle emploi, merci. Mais il y en a plusieurs comme ça. Donc voilà, là, il a fallu, là, on commençait à... Ça, c'était un sujet sur lequel on marchait sur des œufs quand même. Et il a fallu être extrêmement attentif. Et puis, il fallait aussi conduire ça sur 4 années auprès des sphères politiques et techniques locales. Voilà, une temporalité tout à fait spécifique. Je vous ai dit tout à l'heure, il a fallu à peu près 1 an pour réussir à se comprendre, à la fois que eux comprennent ce que nous pouvons faire, que nous-mêmes nous comprenions ce que nous pouvons faire et que nous comprenions ce dont ils avaient besoin. C'est pas des blagues, hein. On se voyait, je l'ai pas mis ça, voilà, on se voyait à peu près toutes les 5 semaines dans l'équipe projet pendant 3 ans. Je peux vous dire que l'aller-retour Lille-Paris, je l'ai fait un paquet de fois. Mais c'était sympa. Et puis, dans le processus de transformation du système local, il y a eu tout un tas d'instances que nous avons créées qui ont été extrêmement importantes avec différents acteurs locaux. Il y a eu une mise en place d'un comité de pilotage technique trimestriel. Et dans ce comité de pilotage technique trimestriel très important, évidemment, la municipalité de Roubaix était très représentée, autant au plan technique que politique, mais également la métropole européenne de Lille, avec la région et avec l'État. Donc, vous voyez, quand je vous parle de transformation du système d'acteurs locaux, on a mis tout ce monde-là autour de la table pour discuter des sujets qui fâchent. Un comité de pilotage politique annuel, avec là les grands chefs à plumes, l'état-major des élus de ces différents niveaux. Et puis aussi en conseil municipal là, à Roubaix, donc un travail en proximité avec les élus d'opposition et l'ensemble des services de la ville de Roubaix pour diffuser les enseignements qu'on tirait au fur et à mesure de cette recherche-action. Voilà. Merci. Bon, bah, c'est un bel exemple de présentation qui, bien sûr, on a des résultats, mais ce qui était encore peut-être plus intéressant, c'est les coulisses de la recherche. Comment on construit un objet de recherche, surtout dans la perspective de cette fameuse recherche-action. Ce n'est pas une recherche qui cherche à rendre compte du fonctionnement du monde hors sol. Au contraire, elle est en prise avec le réel. Et toute la question est de trouver la juste distance par rapport à ce que l'on observe. Et surtout, ce que j'ai trouvé fantastique dans ce que tu nous as présenté, c'est la manière dont on construit ce que l'on va observer. Ce qu'on pourrait appeler l'observable. Qu'est-ce qu'il nous faut observer pour comprendre ce que l'on veut aider à comprendre, notamment dans la perspective d'aider l'action. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas mécanique, ce n'est pas quelque chose qui vient de soi, c'est quelque chose qui se fait à l'épreuve du terrain, des discussions, des allers-retours, d'une équipe de chercheurs, une équipe d'acteurs. Et la question, je crois, de la confiance m'a l'air assez importante entre celui qui commandite la recherche, donc qui est donneur d'ordre d'une certaine manière, et celui qui s'en saisit, un peu que lorsque vous faites du projet, reformule la commande et la restitue. J'ai bien compris que le moment de la restitution de la commande qui consiste à dire on ne va pas vous apporter nécessairement des solutions, mais on va déjà se trouver les modalités d'un récit, en tout cas, rétrospectif sur la construction des actions intercommunales. Voilà, c'est une espèce d'échange qui se construit sur le temps long. Et merci beaucoup Nadia pour cette perspective, parce que je la trouve assez complémentaire des autres de la précédente présentation de la Graduate School. Et puis vous rappelez que c'est aussi l'objectif de ces, parce que c'est dans la perspective des cours d'initiation de la recherche à la recherche urbaine et territoriale, de comprendre comment des chercheurs en équipe travaillent avec aussi des acteurs pour construire. Donc cette vue des coulisses, elle est passionnante.
Alors j'imagine que vous avez peut-être des interrogations, peut-être des points d'éclairage que vous voudriez un peu approfondir éventuellement. Je me tourne vers les étudiants autant que vers les collègues. Merci beaucoup Nadia. Alors j'ai noté plusieurs questions qui vont du très général au très technique. Je ne sais pas, je vais les lister toutes, mais peut-être une première. Vous êtes retrouvé à travailler sur un territoire qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire d'appartenance universitaire, on va dire ça comme ça. Ah oui. Juste comment ça se passait et les raisons pour lesquelles la ville de Roubaix ne s'est pas tournée vers des chercheurs du territoire, en sachant que moi j'ai encore des souvenirs de mon début de thèse où il y avait déjà des chercheurs lillois notamment qui travaillaient sur l'action de la métropolisation, et j'imagine qu'ils sont encore dessus parce que ça serait logique. Donc comment ça se passe ça, et comment ça se passe aussi la relation avec les acteurs du territoire qui sont depuis des années sur ces mêmes terrains que vous, certes avec d'autres approches, mais voilà, comment ça se gère. Ça c'est la première question. La deuxième question, vous avez travaillé sur le territoire à un moment où le projet, par exemple, de l'Union était en cours encore, et il est encore en cours. Comment vous gérez ça? C'est-à-dire comment vous gérez le fait qu'il y a une partie qui est déjà un peu aboutie, stabilisée, et une partie qui était en cours, vu qu'en plus, j'ai vérifié là pendant que tu nous présentais, il y a eu un changement des maîtrises d'œuvre au moment où vous y étiez. Donc voilà, comment vous gérez ces évolutions-là? Et puis la troisième question, c'est il y a pour moi des absents dans ce qui a été raconté, c'est justement les maîtres d'œuvre et les maîtresses d'œuvre, en tout cas les équipes, que tu n'as pas mentionné. Alors je comprends très bien le positionnement qui est le vôtre d'une sociologie de l'action publique d'une certaine façon, et donc du côté, d'un certain côté de l'action. Mais voilà, ça me questionne l'absence complète dans la mise en récit de ce territoire et de ces projets. D'une part qui est quand même non négligeable, qui est la maîtrise d'œuvre, enfin en tout cas de là où je me situe. Oui. Voilà, et puis une question très technique, mais je la pose quand même parce que avec certaines étudiants, on revient d'un territoire rural où la question de la vacance se pose très différemment, mais qui se pose aussi. On ne considère pas que la taxe sur les logements vacants est une forme de mesure ou d'action sur cet enjeu-là, ou tu considères que c'est pas approprié, justifié, enfin je sais pas comment on peut le dire, en tout cas pertinent par rapport à ce territoire. Voilà. Et je m'arrête là puisque Merci. Merci. Alors là, je rentre vraiment dans la tambouille. Il se trouve que Yoann Mur a fait sa thèse CIFRE à la ville de Roubaix. Yoann Mur est lillois. Pas universitaire lillois, mais lillois résident. Mais surtout, il a fait sa thèse CIFRE à Roubaix, et la commande, elle est d'abord passée par lui. Mais je suis assez contente que tu me poses cette question parce que derrière cette question, au-delà de notre cas propre, c'est celui de tous les programmes de recherche qu'on a autour de PopSu, qu'il faut qu'on soit local pour faire de la recherche quelque part. Vraiment, après, je ne sais pas ce que j'aurais dit avant cette expérience, mais après cette expérience, je trouve extrêmement profitable que nous soyons un tandem avec quelqu'un comme Yoann Mur qui, 1, connaît les acteurs, 2, connaît le territoire super. Moi, j'adore me balader avec lui parce que je n'ai rien à faire. Je le suis, il sait tout. Voilà. Mais il sait trop tout. Donc c'est bien aussi vraiment, c'est une conviction intime que j'ai maintenant acquise, c'est bien qu'il y ait l'étranger qui arrive. Parce que l'étranger qui arrive, c'est lui qui aussi peut voir beaucoup plus facilement, parce qu'il est étranger, dire mais c'est quoi ce bazar là? Attends, je viens de prendre le métro, il y a 30 minutes, j'arrive dans un autre monde. Voilà, quelqu'un qui est du territoire, qui va il ne le voit plus. Voilà, donc j'ai vraiment une conviction absolue de je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais j'ai une conviction absolue de la valeur ajoutée de ce tandem-là entre celui qui connaît très très bien le territoire et celui qui ne le connaît pas du tout. Au début, après on finit par le connaître, mais voilà. Et nous n'avons pas eu de relation particulière avec les chercheurs locaux sur cette recherche. Voilà. Ce n'était ni intentionnel, ni pas intentionnel.
voilà. Projet en cours, l'Union. Qu'est-ce qu'on a fait avec le fait que c'était un projet en cours? Bah, moi, je suis confrontée à la même situation où on est sur des projets qui ont une vie très très longue. Oui. Et qu'il y a déjà des choses qui sont presque finies, mais en Oui. fait rien n'est fini parce qu'on sait que ça va continuer. Oui. Et justement sur le cas de l'Union, on savait qu'il y avait des changements et ça devait être à peu près à la même période où vous y étiez en fait. Le changement de la maîtrise d'œuvre s'est passé autour de 2017. Oui, oui, oui. Donc vous devez juste arriver sur Oui, une oui. nouvelle phase. Enfin, Ah comment oui, ça vous y est, j'ai gérez en fait compris. des formes de, à la fois une forme d'oubli du passé ou d'une transformation, ou genre mise en récit un peu à distance, alors que vous êtes à un moment donné sur cette logique rétrospective. Il y a eu deux choses. Il y a eu, je ne sais pas si je vais répondre, mais bon, je te dis ce qui me vient à l'esprit pour te répondre. Alors, ça a à voir avec la question sur les maîtres d'œuvre que tu posais aussi. On n'a pas enquêté auprès, merci, au revoir. On n'a pas enquêté auprès des maîtres d'œuvre rétrospectivement. Par contre, on a regardé tout leur travail. Donc, on a examiné les propositions d'aménagement, de conception. Donc, les maîtres d'œuvre, ils sont là via ce qu'ils ont produit très concrètement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un parti pris très fort. On n'a pas fait énormément d'entretiens. Après, c'est vrai, mais tu l'as bien compris, qu'on se plaçait avant tout du point de vue de la maîtrise d'ouvrage urbaine publique. Mais le travail des maîtres d'œuvre, pour nous, c'était un travail aussi important que d'autres documents qu'on a consultés. Et quand tout à l'heure, je disais comment est-ce que les espaces publics ont été envisagés à l'Union, c'est bien parce qu'on a décortiqué les documents de conception des maîtres d'œuvre à ce moment-là. Après, quand il y a eu le changement d'équipe de maîtrise d'œuvre, il y en a eu plusieurs en fait, c'est la ville de Roubaix qui nous a demandé de rentrer en contact avec la nouvelle équipe. C'était au moment de la préfiguration aussi du contrat de ville. Et nous avons été amenés à échanger avec eux. Mais on a échangé avec eux, c'est eux qui nous questionnaient en fait. Voilà. C'est eux qui nous questionnaient sur les résultats qu'on commençait à mettre en évidence dans la recherche. Ça répond? Oui, oui. Sur la vacance. Voilà, je peux t'en parler pendant des heures. Sur la vacance, la taxe sur les logements vacants, je connais pas bien les territoires ruraux. La taxe sur les logements vacants, est-ce que ça va diminuer la vacance? Je ne crois pas. Peut-être, mais ça va être marginal. La taxe sur les logements vacants, elle ne règle pas grand-chose. La taxe sur les logements vacants, elle t'aide, c'est un indicateur pour produire de la connaissance sur le parc vacant. Mais c'est important, merci, parce que je n'ai pas développé tout à l'heure. C'est un vrai sujet, la vacance immobilière, parce que aujourd'hui, elle concerne tous les territoires. Elle concerne Roubaix, elle concerne des territoires ruraux, des petites villes, des bourgs, mais elle concerne aussi l'Île-de-France, même si on essaye de le cacher, en particulier sur le tertiaire, mais pas seulement. Or, s'attaquer à la vacance immobilière, ça devient un véritable enjeu, non seulement parce que ça participe de la dégradation de l'espace public, ça participe de la dégradation de la situation du propriétaire, bien entendu. Et ce qui est en jeu derrière la capacité à agir sur la vacance, c'est une transformation profonde, non seulement de la connaissance sur la vacance, mais aussi de la façon de produire cette connaissance, la façon de faire du diagnostic, parce que ça veut dire que tu dois aller diagnostiquer à l'échelle de la cellule. Ça ne suffit pas de te balader dans la rue, de faire du relevé de terrain aussi bien soit-il, et donc il faut pouvoir rentrer. Ça suppose aussi de pouvoir travailler complètement différemment, parce que ton interlocuteur principal, ce n'est plus le promoteur qui vient, qui t'achète des droits à bâtir sur un tellement de 3 hectares ou 20 hectares. C'est chaque propriétaire individuel d'un commerce, d'un logement, etc. Alors sur les bureaux, on a souvent des grands propriétaires, on va mettre ça à part, mais
surtout dans les contextes auxquels tu penses, il y a tout un enjeu de comment est-ce que l'acteur public, parce que moi j'estime que c'est sa responsabilité, comment est-ce que l'acteur public va développer des compétences, c'est-à-dire comprises comme des savoirs et des savoir-faire, qui vont lui permettre d'embarquer chaque propriétaire, qu'il soit un propriétaire de commerce ou de logement, pour rentrer dans l'aventure de la requalification et en plus sans argent public majeur. Pour moi, c'est ça l'enjeu, beaucoup plus que la taxe sur les logements vacants. Ça va être utile, la taxe sur les logements vacants, ça va ramener un petit peu d'argent public, mais ça change la façon de travailler, d'envisager la façon dont on va se saisir du problème. Et ça change les compétences professionnelles. Je ne sais pas si c'est une expérience à partir de votre travail en milieu rural, si vous arrivez à des... C'est un peu plus simple. Identifier l'acteur privé et échanger avec, ça ne veut pas dire que ça va résoudre le problème, mais en tout cas, là, on est sur des territoires en plus vraiment ruraux, sans aucune pression, donc ça ne veut pas dire que la vacance sera absorbée, mais en tout cas, identifier les acteurs et échanger, ça se fait vraiment... Ah oui, d'accord. Oui, ça va être une grande différence avec d'autres secteurs d'intervention où est le propriétaire, c'est parfois un sujet qui peut occuper quelqu'un pendant plusieurs mois, chargé de mission pendant plusieurs mois pour réussir à l'identifier. Déjà, dans les territoires dans lesquels nous sommes, c'est un peu le cas. Oui. Ça peut prendre plusieurs mois pour identifier certaines personnes, mais j'imagine même pas dans des petites villes ou dans des villes moyennes comment les choses se mettent en place. Mais en effet, ouais. Okay. Merci. Puis ça pose toute la question de l'intermédiation immobilière aussi. Parce que quand on veut réactiver des locaux vacants, par exemple des locaux commerciaux vacants, il n'est pas dans la logique d'action de l'agence immobilière ou du petit commercialisateur de se prendre la tête à commercialiser ce genre de local. Donc il faut réinventer de l'intermédiation entre le propriétaire et possiblement l'occupant. J'ai énormément apprécié surtout la clarté de la question au début. Elle a quelque chose presque un peu de provocante. Et on n'ose plus trop, en fait, poser des questions très simples. Et pourquoi ça ne marche pas, là ? Pourquoi tel programme n'a pas pris ? Pourquoi voilà. Et je trouve que d'arriver à poser une question qui n'est pas une problématique au sens intellectuel uniquement, mais qui est vraiment... Mais ça n'a pas marché. Oui, hein. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument clair. Enfin, je trouve ça très intéressant d'arriver à poser des questions comme ça. Parce qu'elle... voilà. Et on sait bien sûr, que l'épaisseur de la réponse est bien plus complexe que la clarté de la question. Mais du coup, presque à un moment donné, je me suis dit... est-ce que la question... Enfin, j'ai deux remarques, hein, parce que là, est-ce que la question aurait presque pas pu être à l'inverse au bout d'un moment, en disant, est-ce que quelque part, la politique publique qui a été menée, qui du coup, on le voit bien, est éloignée des caractéristiques des lieux, puisqu'elle applique, c'est la même politique publique qui est appliquée de partout, est-ce qu'elle-même n'a pas généré ces écarts ? C'est-à-dire, pas est-ce qu'elle n'a pas marché pour améliorer la situation, mais si en plus elle n'a pas, en fait, peut-être même provoqué encore plus d'écart. Ah oui, tout à fait. Alors, merci, du coup, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Et ma deuxième question, vraiment, c'est que je trouve qu'on pourrait presque aller jusqu'à cette volonté d'application de cette politique publique à peut-être générer pire, enfin, je suis un peu caricatural évidemment, hein, que ce qu'elle souhaitait entre guillemets résoudre. Absolument. Et alors la deuxième, c'est peut-être pour rentrer en discussion, mais on pourra le faire aussi à d'autres moments, sur effectivement le travail à partir de documents et à partir d'entretiens, à partir, etc., de suivi de projets, suivi de réunions, etc. Et puis l'écart avec le sensible, les approches qui seraient uniquement par le sensible. Et je trouve que tu montres absolument très bien que pour ce type d'études, avoir une approche uniquement par le sensible,
ne permet pas du tout d'aboutir à ce type de résultat. Et ça, c'est limpide, évidemment. Par contre, il me semble qu'il y a l'inverse. C'est-à-dire que les acteurs métropolitains sur lesquels vous avez travaillé, alors eux, typiquement, ils n'ont plus du tout d'approche sensible. C'est-à-dire que peut-être que les chercheurs en ont trop, mais qu'il y a une absence complète d'apport sensible, d'approche sensible par les acteurs métropolitains. Alors ça s'explique assez facilement, leurs bureaux sont loin des lieux, ils ont énormément de territoires différents à étudier, il y a un turnover des responsables de projet, ou etc. Et que peut-être qu'une méthode, qui est la méthode du chercheur, enfin, parmi les méthodes des chercheurs, c'en est une, qui est la question de l'enquête. Est-ce qu'au final, ce n'est pas tant comment les chercheurs doivent dialoguer avec les maîtres d'ouvrage, mais comment peut-être ça montre qu'on aurait intérêt à avoir un outil commun, qui est la question de l'enquête. Et que l'enquête ne doit pas être réservée soit aux chercheurs, soit à l'inverse, on va dire aux journalistes, etc. Mais que l'enquête est une pratique, en fait, pour pouvoir intervenir, réfléchir sur tout espace urbain. Et voilà, et donc je me demande si dans ce retour auprès des acteurs, il n'y a pas une part des méthodes utilisées par la recherche qui pourraient tout simplement s'appliquer à minima, quoi. Ouais. Comme nous, on a sans doute à nous appliquer à minima la compréhension de leur travail, des enjeux. Ouais, merci beaucoup. Alors, sur la première question, eh bien, tu viens de faire la démonstration que je n'ai pas été si claire que ça. Parce que c'est exactement quand j'ai parlé d'effets, quand je parlais d'effets pervers, c'est-à-dire que ça va jusqu'à aggraver, c'est-à-dire que la politique menée a pour effet pervers, mais j'insiste sur le terme, c'est-à-dire pas souhaité, c'est un effet non souhaité, de provoquer une dégradation aggravée de la situation, absolument. Absolument, pas de façon consciente, mais quand même de façon bien récurrente quand même dans le cas particulier. Donc oui, absolument. À la deuxième question, je pense que tu formules très bien quelque chose que maintenant je comprends mieux. Enfin, la façon dont tu le formalises, ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois, quand on parle avec l'équipe projet, la directrice de l'aménagement, le directeur du DAVECO, les Roubaisiens, c'était pas nouveau, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de turnover, justement, dans les équipes, là. Et quand on lui dit, on va travailler sur la vacance, et qu'elle nous regarde en nous disant, la vacance, mais il n'y a pas de vacances. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a de la vacance. Donc là, c'est bien, parce que ça, je pense que ça renvoie exactement à ce que tu dis. Et là, ce n'est même pas un acteur métropolitain, c'est un acteur roubaisien qui ne voit plus son territoire. Absolument. Ça, je pense, c'est très vrai. Je pense que c'est très vrai. Mais si on l'assumait comme tu viens de le dire, effectivement, ça nous amènerait à aller vers la mise en œuvre de démarches de travail avec eux, complémentaires à celles qu'on a adoptées. Ceci dit, on les a amenés se balader. Oui. Non, mais on les a amenés se balader, mais plus dans l'esprit de retour d'expérience, de découvrir d'autres pratiques, des choses comme ça, mais pas dans l'esprit que tu viens de dire, et je retiens très vivement cette proposition. Non, je pense que c'est très astucieux, oui. Parce qu'à un moment donné, ils ont le nez sur le guidon, et ils sont pris dans le quotidien, dans l'immédiat, dans les tas de problèmes qu'ils ont à gérer. Il y en a vraiment beaucoup. Et oui, enfin, le fait qu'ils disent non, mais il n'y a pas de vacances, c'est un indicateur très puissant du fait de cette perte de sensibilité à leur territoire. Je ne suis pas prête d'oublier la proposition. Mais une dernière remarque, après question, mais avec Charles, on a eu la chance de travailler sur M,
donc juste à côté de Roubaix, en fait, hein, au quartier des Ah, Auchan. oui, pardon. Oui. Des quartiers de Ouais. Auchan-Longchamp. On a Ouais. travaillé 6 ans, de 2003 à 2009, par là, Ok. en opération urbaine. Et ça Logé à résonne. Roubaix. On logeait à Roubaix tout le temps, et le territoire n'est pas très éloigné. Enfin, je veux dire, c'est à peu près les mêmes Oui, tout symptômes. à fait. Oui. Et nous, ce que nous a montré ce territoire, et ce qui rend pas possible l'approche qui est appliquée par les acteurs ici, c'est qu'il fallait faire un tissage prospectif localement. C'est quoi? Un tissage prospectif, c'est-à-dire toutes les choses sont extrêmement imbriquées. Oui. Ce qui est intéressant à tel endroit n'est pas le même à tel autre endroit. Ah oui, oui, Qu'il oui. y a de l'entraide là, que la vacance qu'elle a, oui, mais elle sert à ça, et elle peut servir à ça, etc. Enfin voilà, on avait été émerveillés par justement en fait, le fait que la connaissance des lieux Oui, permettait d'amener des débuts de réponse, hein, oui, oui, et de transformation, oui. en fait, que n'aurait pas pu amener une vision générale de rénovation, de transformation, etc. Oui, Parce que ça cassait justement les choses peu visibles, oui. qui sont les usages temporaires, les entraides, une chose Oui. qui sert à Très- une très chose qui présent. sert à deux choses, Oui. etc., etc. Oui. Et ça nous avait beaucoup marqué Très. à l'époque. Et qui sont très présentes dans ces territoires. Et bien, bien sûr. Un des grands éléments de souffrance, je trouve, de l'action publique là, c'est une espèce de dépendance au sentier à des cadres de politique publique nationaux. L'ANRU, c'est tout, c'est l'antithèse de... Alors, la doctrine ANRU telle qu'elle était appliquée jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est l'antithèse de ce qu'il fallait faire. Moi, j'aurais peut-être une question, mais on pourra peut-être la prolonger plus tard. Nadia, bon, déjà, je trouve que c'est extrêmement stimulant l'idée d'un agir métropolitain. En gros, l'intercommunalisation génère des modes d'agir, et puis quelque chose que tu as probablement dit à l'oral, mais que vous écrivez quand vous faites le résumé de l'ouvrage, Oui, qui est, dans le fond, la métropolisation ne va pas de soi. Elle existe en tant qu'action publique à partir du moment qu'on peut agir dessus, avec cet ensemble de doctrines, d'actions politiques. Ça produit des espaces urbains métropolisés. oui, Et cette phrase, elle m'a Oui. marqué, et elle Oui. m'a fait beaucoup réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, la métropolisation produit ces espaces. oui, Et il y a un agir métropolitain dès lors qu'on est capable non seulement de dénoncer ces espaces et d'avoir la promesse d'agir dessus. Oui. Et du coup, en miroir, je me suis demandé, dans le fond, cet agir métropolitain dont on voit bien qu'il se constitue pour vous à Lille, à travers l'expérience finalement du terrain lillois, fonctionnerait-il à Grenoble, par exemple? Alors, tu vois, je n'avais pas mis ça tout à l'heure, cette slide. L'agir métropolitain, défini comme un ensemble de doctrines, de cadres cognitifs, des politiques publiques et des actions opérationnelles élaborées, engagées, c'est quelque chose c'est un concept que tu peux mobiliser dans n'importe quel contexte. Les résultats ne seront pas les mêmes. Mais comme concept qui permet d'explorer un agir politique et technique, c'est l'avantage. Et en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans cette proposition conceptuelle, c'est ce que je mets en rouge, c'est-à-dire que l'agir métropolitain, il est en train d'évoluer aujourd'hui. Hein, c'est très clair. On ne sait pas encore exactement comment, et on est en plein dedans. On pourrait, le concept d'agir métropolitain, tu peux t'en saisir et aboutir aujourd'hui ou demain, dans 5 ans, à des résultats sur l'agir métropolitain qui vont être très différents de celui que nous, on a mis en évidence sur la période 90-2015. Et même si je vais à Lille demain, c'est-à-dire 7-8 ans après la fin de notre enquête, je vais commencer... Déjà, on commençait à avoir des bifurcations dans l'agir métropolitain. Les résultats que j'aurais à énoncer aujourd'hui sur les caractéristiques de l'agir métropolitain ne seraient pas les mêmes. Donc ce concept, tu peux t'en saisir pour explorer l'agir métropolitain ailleurs, mais aussi dans ses évolutions. Et on est sur un agir métropolitain qui est en train de changer, que ce soit à Lille ou ailleurs, heureusement.
Alors moi je trouve ça vraiment saisissant et je réfléchissais, je peux pas un peu... Perfectible certainement, hein, parce que... Ah non, au mais... contraire, c'était comment, par exemple, sur le territoire grenoblois, ce qui est assez intéressant, si je reprends le même pas de temps que celui que vous avez pris, Oui. je crois que la vraie bifurcation depuis, disons, une dizaine d'années, c'est la fin de l'agir technopolitain. Oui. Et Oui. le déficit d'agir métropolitain en réalité. C'est-à-dire que Oui. la grande différence avec la métropole de Lille, c'est que l'intercommunalisation de l'action publique est tardive sur le territoire grenoblois. Ah, c'est une question. Justement, j'ai pensé à Grenoble. Je me suis dit, est-ce que l'intercommunalisation jouerait de la même façon à Grenoble ou à Lyon? À mon avis, on est dans des situations différentes. Tout à fait. Oui. Et du coup, tu ne peux pas t'empêcher, quand tu regardes Grenoble, derrière l'agir technopolitain, si toutefois cette hypothèse était valable, qui ne produit pas de la métropole, qui produit une séquence du rayonnement, mais qui n'engage pas l'intégralité du territoire, se pose la question d'un agir métropolitain qui se cherche. Alors la question c'est autour de quoi? Oui. Et qui se cherche entre deux autres agirs qui par contre sont très structurants localement, c'est l'agir municipal et l'agir étatique. Oui. Et qui, notamment en termes de mobilisation du foncier dans l'urbanisme opérationnel. Oui. Et c'était ça le fond de ma question. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec Lille, c'est que la construction métropolitaine cherche l'international dès les années 80, Oui. avec les grandes infrastructures et les réseaux, c'est Euralille, Oui. avec le grand événementiel, ça sera la capitale européenne de la culture, Tout à fait. et la situation frontalière. Dans d'autres territoires, la construction, l'intercommunalisation de l'action publique sur le territoire, elle est nécessairement contingentée par d'autres contexte. Et je me demandais l'atterrissage de votre réflexion sur ce territoire où, dans le fond, la métropole, si je puis me permettre, elle est l'arrière-train coincé entre un État finalement très présent, même encore aujourd'hui, quoi qu'en disent les élites politiques. Absolument. Et les municipalités aussi, qui est d'ailleurs le frein à la construction intercommunale d'autre chose que des politiques, disons, obligatoires. Oui, je pense que c'est assez juste. C'est pour ça que je trouve que j'aime bien ce concept d'agir métropolitain, parce qu'on peut le mobiliser. Ce que je raconte, c'est vrai, à Roubaix. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est la conceptualisation. Ce n'est pas les résultats de l'enquête. Enfin, les résultats de l'enquête, c'est un des résultats importants de l'enquête, c'est cette conceptualisation. Et ce dont on n'a pas du tout parlé là, c'est la nature aussi du territoire. Quand tu vas à Lille, tu es sur un territoire, c'est sur une métropole. L'institution métropolitaine, c'est plus de 80 communes. C'est énorme. Et sur ces plus de 80 communes, tu en as une majorité qui sont des communes rurales. Et donc, le pouvoir politique intercommunal, il ne se joue pas de la même façon que quand tu vas à Lyon. Tu vois, parce qu'ils ont un vrai pouvoir d'action, les maires ruraux, à Lille. Et est-ce que les trois maires importants, c'était Lille, et Roubaix et Tourcoing? Sur la période étudiée, c'était surtout Lille et Roubaix. C'était Pierre Mauroy quand même, à Lille à ce moment-là, avant que ce soit Martine Aubry. Donc des figures nationales, avec un pouvoir d'action national. René Vandierendonck, donc le précédent maire sur la période, qui était celui qui concernait principalement la période étudiée, il était très intercommunal. Et lui, c'était un convaincu de l'intégration intercommunale. Aujourd'hui, ça commence à se jouer un petit peu différemment avec la nouvelle municipalité qui est plus détachée. Donc il y a aussi, c'est pour ça que tu as raison de dire agir municipal et agir étatique, parce qu'il y a aussi toutes ces dimensions qui participent de la compréhension de ce qui se passe sur un territoire, et ça ne peut pas être limité à l'agir de l'intercommunalité. Mais comme on parlait de métropole, c'est quand même en termes de compétences institutionnelles, c'est quand même dans les mains de l'intercommunalité, et l'État, on le voit par indirectement. J'ai perdu mon fil. Merveilleux, je commence à fatiguer. Excusez-moi. Eh bien, moi, je propose qu'on le retrouve, mais en plus petit comité. On te remercie beaucoup, Nadia. Merci beaucoup.